Autour de la grande table critique, je suis avec Christophe Rioux, journaliste et écrivain, et avec Philippe Chevillet, rédacteur en chef de la rubrique Culture au journal Les Échos. Nous parlons de l'actualité de la littérature étrangère. Dans quelques temps, nous évoquerons Les Survivants, un roman du Suédois Alex Schulman, et deux coups de cœur de nos critiques. Mais tout de suite, nous ouvrons le dernier roman de l'américaine Ottessa Moshfegh, La mort entre ses mains, et c'est Oriane Delacroix qui nous en lit la première page. Elle s'appelait Magda. Personne ne saura jamais qui l'a tuée. Ce n'est pas moi. Voici son cadavre. Mais il n'y avait pas de cadavre. Pas de taches de sang, pas de cheveux emmêlés accrochés aux grosses branches mortes, pas d'écharpe en laine rouge mouillée par la rosée du matin dans les buissons. Il n'y avait que le message par terre, tremblant à mes pieds sous le petit vent de mai. Je suis tombée dessus pendant ma promenade à l'aube dans la forêt de Bouleau avec mon chien, Charlie. J'avais découvert ce sentier le printemps précédent, juste après mon installation à Levant avec Charlie. Nous l'avions arpenté tout le printemps, tout l'été et tout l'automne, mais l'avions abandonné en hiver. Avec la neige, les arbres fins et blancs étaient devenus presque invisibles. Les matins brumeux, les bouleaux disparaissaient complètement dans le brouillard. Depuis le dégel, Charlie me réveillait chaque jour aux aurores. Nous traversions le chemin de terre, suivions lentement le sentier en montée puis en descente d'une petite colline, puis nous nous frayions un passage entre les bouleaux, aller et retour. Ce matin-là, quand j'ai trouvé le message posé à plat sur le sentier, nous avions déjà parcouru 2 kilomètres dans la forêt. Charlie n'a pas ralenti, ni incliné la tête, ni même baissé sa truffe au sol pour renifler. Cela m'a paru très curieux qu'il n'y ait prêté aucune attention. Mon Charlie qui un jour s'était libéré de sa laisse et avait traversé la route pour aller chercher un oiseau mort, tant son instinct pour débusquer les morts était puissant. Non, il ne s'est pas intéressé une seule seconde au message. Celui-ci était plaqué au sol par de petits cailloux noirs, chacun soigneusement disposé sur la feuille, dans la marge du haut et en bas. Je me suis penchée pour relire. Sous mes mains, la terre était presque chaude. Ici et là, des herbes timides et pâles sortaient de la terre noire effritée, et le soleil commençait tout juste à passer graduellement de l'argenté au jaune. Elle s'appelait Magda. Celle qui parle, c'est Vesta, une vieille dame qui, après le décès de son mari, s'est installée seule dans une petite cabane en lisière de forêt à Levant. J'ai regardé, je crois que c'est dans le Maine, aux États-Unis. Elle vit seule, avec des activités sociales limitées, quelques courses en ville, l'emprunt de livres à la bibliothèque, mais beaucoup de souvenirs et une affection immense pour son chien Charlie. Cette histoire de petits messages va l'obséder et la plonger dans une sorte d'étrange enquête intérieure. Philippe Chevillet, vous avez été tenu en haleine ? Oui, tenu en haleine, moi j'aime beaucoup ce que fait Ottessa Moshfegh et on a un petit peu le même sentiment que pour moi le livre, le roman précédent qui était mon année de repos et de détente où elle racontait l'histoire d'une jeune femme qui décidait de dormir pendant un an, pendant des produits divers. Et quand on est confronté à ce genre de livre, on se dit bah, ça va être un exercice de style parce que là, effectivement, quand ça démarre, on comprend que cette enquête mystérieuse n'est pas tout à fait un vrai polar. Et c'est ce premier sentiment, et en fait, très vite, on se rend compte qu'il y a l'exercice de style d'abord est très brillant, mais ensuite qu'il y a une profondeur. Alors, il y a un peu 3 niveaux de lecture pour ce livre, rapidement, pour moi. D'abord, il y a le côté polar, et c'est au premier degré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de romans à énigmes qui inventent des tas d'énigmes incroyables, mais une énigme où il n'y a pas de corps, pas de victime, il ne suppose pas d'assassin, c'est assez rare. Et pourtant, on entre dans une vraie intrigue puisque la fausse Miss Marple, qui est Vesta, va enquêter et s'inventer une histoire. Et en fait, elle va presque écrire le livre policier qui aurait pu être le livre qu'aurait écrit Ottessa Moshfegh. Le deuxième niveau, c'est ce côté que vous avez un peu évoqué d'étrangeté, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt dans un espace flottant, on est dans un monde où à la fois c'est très concret, il y a le chien, il y a les lieux, les personnages sont un peu étranges, et puis il y a une dimension fantastique qui se crée, on est à la marge de la folie, on est à la marge du rêve, et on tend vers une forme d'abstraction. Et le troisième niveau, c'est le fait qu'à travers cette enquête qu'elle crée, cette enquête imaginaire ou pas, on va retrouver le passé de cette femme qui au départ paraissait assez sympathique, Banal, avec son banal, mari, et qui en fait dans va sa apparaître maison. assez épouvantable. Et donc c'est aussi
la profondeur du livre, c'est que ça nous parle de la solitude de l'existence et de la solitude de l'Amérique. Et voilà pourquoi j'ai trouvé ce roman très beau. Christophe Rioux, vous êtes aussi enthousiaste? Oui, oui, très enthousiaste. Et effectivement, cette question du polar ou du non-polar, moi, m'a un peu taraudé. On est un peu entre Hitchcock, Twin Peaks et Agatha Christie, effectivement. Il y a un côté Miss Marple improvisé chez cette veuve qui chasse l'ennui en se lançant dans des enquêtes. Mais je trouve que c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'on est un peu aussi dans une logique de l'art du roman noir, finalement, avec les ficelles de l'écriture. Il y a un vrai questionnement qui a presque une dimension métaphysique aussi. Donc l'ambition du livre, moi, elle m'a vraiment touché. On a un questionnement, une méditation sur le whodunit. En fait, on revisite à peu près tous les fondamentaux du genre. Et donc moi, je trouve que cette porte d'entrée était déjà extrêmement intéressante. Et puis il y a ce personnage, Vestagoul. Alors déjà, quel nom, quel nom. Je cherche encore l'anagramme. Je ne sais pas si Philippe l'a trouvé. Mais il y a quelque chose avec les noms. Hein. Elle n'arrête pas de se poser la question de ce prénom Magda qui est inscrit sur le message. Elle le trouve très bizarre. Puis juste après, on découvre qu'elle-même s'appelle Vesta. Donc on a un peu envie de lui dire oui, bah enfin, t'as vu ton nom à toi. Mais il y a quelque chose de très étrange qui se joue avec les noms, hein, Christophe. Oui, et puis il y a ce vendeur à un moment qui entend mal et qui entend vestibule. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est à l'orée de quelque chose en permanence, à l'orée en fait du réel et de l'imaginaire, peut-être aussi de la raison et de la folie, peut-être également des vivants et des morts. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui est présent. Et donc, vestibule, ça colle effectivement parfaitement à Vestagoul. Il y a aussi un autre aspect qui me semblait important, c'est la façon dont elle va chercher tous les tips pour réussir les moyens, exactement. Alors, elle appelle ça dans le roman, c'est ces fameux tips, mais effectivement, toutes ces petites astuces, finalement. Alors, il y en a un certain nombre. Dresser une liste de suspects, super conseil aux auteurs de polar, et elle va glaner sur Internet pour aller collecter tout ça. Et sa liste de suspects, ce sont les gens qu'elle rencontre, ou pas, d'ailleurs. Effectivement, on se pose des questions. Est-ce que ces rencontres, ce policier qui l'arrête pour excès de vitesse, toute cette question, effectivement, des gens qu'elle croise ou ne croise pas, c'est vraiment un aspect fondamental du roman. Et je trouve ça très réussi. Et puis Vesta, c'est aussi un peu la Vestale, on pense à ça, parce qu'elle a un côté sorcière. Vous en avez parlé un tout petit peu, Philippe Chevillet. Mais c'est une figure féminine. Alors moi, c'est le premier livre d'Otessa Moshfegh que je lis, mais apparemment, elle a tout le temps des figures féminines très importantes et qui sont toujours en dehors des normes de ce que c'est qu'une héroïne féminine dans un livre. Là, en l'occurrence, c'est un roman à la première personne dans la pensée d'une femme de 75 ans. Il ne doit pas y en avoir tant que ça. Et cette femme de 75 ans, elle est un peu sorcière quand même. Bon, ça, moi, c'est peut-être ce qui me déplaît un peu. Je la trouve assez caricaturale dans son côté... Tati Daniel, voire pire, Philippe Chevillet. Mais alors, ce que je trouve intéressant, c'est que elle est vraiment très douée pour maintenir cette ligne comme ça, étrange, puisque à un certain moment, on peut basculer et se dire bon, bah, elle est folle, ou elle est sombrée dans une folie. Et je prends juste un exemple, et quand l'histoire commence à devenir assez... quand elle commence à avoir peur avec cette histoire, il y a le chien tout d'un coup qui disparaît, qui revient, qui devient très agressif. Donc tout d'un coup, c'est quelque chose de très concret, puisqu'il y a des éléments très concrets dans le roman. On se dit, en fait, peut-être qu'elle n'est pas folle, et peut-être que... Et on retombe dans cet entre-deux, où on ne sait plus si on est dans du polar, ou s'il y a une dimension fantastique. Il y a aussi ce monstre, alors je ne sais plus quel nom elle lui donne, mais qui est représenté par le policier, et c'est dans le bois de Bouleau, il y a une inquiétude. Elle arrive toujours à créer, en fait... une atmosphère qui fait qu'on n'est jamais tout à fait dans le fantastique, jamais tout à fait dans le policier, jamais tout à fait dans le réalisme. Et pourtant, tout est très réaliste dans ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que quand elle va chercher les éléments sur Internet, elle est là, devant la machine, elle sait s'en servir, mais bon, voilà. Et donc, moi, je trouve que je trouve que ça fonctionne très bien, cette dimension-là. Et encore une fois, je trouve que la façon dont par couches successives, on retrouve le passé de cette femme, qui dans un premier temps dit j'avais un mari scientifique, Walter. Voilà, elle a eu un bon mariage, et puis dans une ville qui était soi-disant un peu au soleil, on ne sait pas très bien, puis on se rend compte que tout ça s'effondre petit à petit au fur et à mesure où elle s'invente une fiction, elle redécouvre sa réalité qui était terrifiante.
Mais est-ce qu'il y a pas... Alors, je suis beaucoup moins enthousiaste que vous sur le roman. Je trouve que le point de vue, qui est clairement un exercice de style pour le coup, on est à l'intérieur de cette femme, c'est comme ça qu'on tient le récit. Il est assez fluctuant et pas toujours très cohérent. C'est-à-dire que parfois, on est vraiment à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire qu'on la suit dans ses actions. Par exemple, quand elle est à la bibliothèque, elle a l'écran noir devant elle, elle ne sait pas bien se servir de l'ordinateur, elle voit son reflet dans l'ordinateur, etc. Et puis, par moment, clairement, on est beaucoup plus en surplomb. Il y a par exemple des descriptions de soleil couchant, de brouillard rose, etc. Il y a une sorte de conflit là, à mon avis. Alors peut-être qu'il y a aussi une question de traduction, je ne sais pas, mais dans la prise en charge du discours. C'est-à-dire que parfois on est trop dedans, parfois on est tiré en dehors, et je ne suis pas sûre que ça tienne vraiment d'un point de vue de la cohérence, Christophe Rioux. Oui, alors, mais c'est peut-être ça, ce télescopage qui est intéressant dans le livre. Il est constamment sur le fil. Tout à l'heure, on évoquait Vestibule, mais il y a vraiment cette idée de doré où on est entre deux mondes et deux univers. Dans les descriptions, alors vous évoquez la nature, il y a aussi cette description terrible de l'Amérique, des petites villes. J'évoquais tout à l'heure Twin Peaks, mais alors c'est là qu'on découvre aussi peu à peu, par couches successives, par strates, que Vesta est mordante, misanthrope. Enfin, elle est terrifiante quand elle parle des femmes en surpoids, quand elle parle de cette Amérique des caddies, des supérettes, des stations essence. On a véritablement là aussi une entrée dans cet univers. Mais il est clair que moi, je trouve que précisément ce vacillement perpétuel, cet entre-deux permanent, est une des richesses du livre. Et c'est vrai qu'il y a des moments, ça m'a perturbé, mais je me suis dit que là, c'était sans doute une clé d'entrée assez intéressante et assez inédite. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de livres qui sont sur ce fil particulièrement présent. Philippe Chevillet. Oui, je crois que la cohérence, c'est cette déstabilisation permanente avec quand même des morceaux de bravoure, parce que d'un point de vue, si on prend le côté polar, il y a la façon dont elle s'invente des suspects. Et lorsqu'elle rencontre des personnes dans la ville et qu'elle décrète que ce sont les suspects en question, enfin du moins l'entourage de la victime, c'est assez prodigieux. Et il y a aussi une partie, moi, qui m'a complètement mis mal à l'aise et qui m'a complètement scotché, c'est vraiment les voisins. Il y a une voisine qui est très malade. Oui. Il y a une sorte de cérémonie Oui. juste avant sa mort, à la fin, qui est... là, on touche effectivement... Il y a un côté Twin Peaks, il y a un côté, et il y a une dimension littéraire, je trouve. Ça part effectivement, elle allume des tas de feux, mais comme des feux d'artifice, littéraires en tout cas, et cette déstabilisation permanente fait qu'à la fin, ce livre, qui peut laisser un drôle de goût, qui peut laisser mal à l'aise, il marque, enfin, il reste dans la mémoire. Moi, j'y repense encore, alors que j'ai lu un petit moment. Christophe Rioux. Oui, moi je trouve effectivement il y a une persistance rétinienne ou quelque chose de cet ordre-là. Et puis on a aussi ces galeries de personnages. On a évoqué Walter, mais il y a aussi Magda et puis tous les films que Vesta se fait avec cette idée de jeune biélorusse qui aurait travaillé dans un fast-food et vécu dans un sous-sol. C'est quand même assez incroyable. Blake, alors lui aussi extrêmement intéressant, l'adolescent supposé être l'auteur de la fameuse note mystérieuse du début. Et je trouve que là encore, on est dans un entrelacement du réel et de l'imaginaire. Il y a des choses qui paraissent parfois totalement improbables, même un peu à côté. mais précisément, je trouve que c'est vrai qu'on n'en sort pas indemne de la lecture de ce livre. Et il a des ambitions qui sont des ambitions qui vont au-delà du polar ou du non-polar. Là encore, on ne sait pas où on doit le ranger dans une bibliothèque ou le faire apparaître dans une librairie. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il dynamite absolument les frontières du genre. Moi, au début, j'ai cru que c'était un pur polar. Oui, mais ce qui est peut-être aussi l'effet de une des causes de ma déception, c'est-à-dire que c'est un exercice de style, le polar c'est un exercice de style aussi. Là, il y a une sorte peut-être de contamination de l'un par l'autre qui fait qu'on ne sait jamais vraiment où on est. On peut être à la fois déçu par le récit classique
et par le polar. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de décevant. Oui, tout à fait. On peut tout à fait. Les grands polars ou les grands thrillers, les grands livres noirs dans la littérature sont souvent extrêmement déstabilisants. Le Faucon maltais est une déstabilisation maximale. Enfin, évidemment. Mais c'est un film noir, en effet. C'est pas un polar. C'est pas un Cluedo. C'est pas aussi simple que... C'est pas tout à fait du même ordre, mais c'est vrai que c'est aussi l'idée quand même de partir sur une quête qui rejoint un certain nombre de problématiques. Voilà, on a évoqué tout à l'heure le whodunit, et donc c'est vraiment une méditation finalement sur le genre, les genres et la façon de les faire exploser. Ça c'est sûr, la dimension méta-textuelle, vous disiez métaphysique, tout ça est extrêmement important, ça prend beaucoup de place. Philippe Chevillier. Et encore une fois, je trouve que cette façon qu'elle a de s'inventer en fait des amis ou plutôt des ennemis imaginaires arrive à ce qu'on touche à la profondeur de la solitude d'une femme et d'une Amérique. Mais elle n'est pas si amère que ça. Moi, j'ai lu qu'elle était très protégée, par exemple, par un Bret Ellis. J'ai vu quelques petits commentaires qui la comparent à Houellebecq. Pour le coup, elle est très en deçà de la méchanceté de ces auteurs-là. Elle est dans la satire, dans les incursions satiriques. Ça reste assez soft, Philippe Chevillier. Oui, mais enfin, à la fin, encore une fois, on ne va pas tout raconter le livre, mais ce qu'elle raconte de sa vie précédente et de ce pourquoi elle est là, c'est quand même désespérant. Alors on peut effectivement, je pense qu'il y a des gens qui peuvent le lire sous l'angle un peu grinçant et en rire, mais moi ça m'a plutôt glacé. Ça m'a plutôt glacé. Et quand on lit ces nouvelles qui sont plus trash que ça, on se rend compte qu'il y a effectivement, elle a un univers quand même qui est assez noir. La mort entre ses mains d'Otessa Moshfegh, le livre apparu chez Fayard dans une traduction de Clément Baudet. France Culture, la grande table critique, Lucille Como. Dans un instant, nous parlerons des Survivants, un roman suédois qui a bien des points communs avec celui d'Otessa Moshfegh, mais tout de suite, double coup de cœur de nos critiques. Christophe Rioux, vous commencez avec Dispute au sommet de l'auteur albanais Ismail Kadari. Oui, mon coup de cœur, il est un peu particulier parce que j'ai été intrigué par un simple coup de fil. Ça arrive dans la vie, de quelques minutes à peine, mais pas n'importe quel coup de fil. Et vous allez voir, cet appel téléphonique, il a pour protagoniste Staline, carrément, et Boris Pasternak, l'auteur du Docteur Zhivago. Et c'est le point de départ du dernier livre d'Ismail Kadare, qui est un objet assez singulier dans cette rentrée littéraire. Et c'est précisément ce qui rend cet ovni passionnant. Il faudrait peut-être aussi rappeler que Kadare, qui est l'auteur du mythique Général de l'armée morte et vit aujourd'hui entre la France et son Albanie natale, a plus de 100 livres à son actif, 100 livres quand même, et que son nom à 85 ans revient régulièrement sur la liste des potentiels lauréats du prix Nobel de littérature. Il a du métier, ça c'est clair, ça se sent, et c'est avec un savoir-faire évident qu'il évoque ce mystérieux coup de téléphone de Staline à Pasternak un jour de juin 1934. Sur la nature de l'appel, et c'est là que ça devient fascinant, il y a plusieurs versions. Il y a une version plus ou moins officielle du KGB, d'après laquelle Staline en personne appelle Pasternak, très surpris, pour lui demander son avis au sujet d'un poète, Mandelstam, qui venait d'être arrêté pour avoir écrit un texte contre le petit père des peuples. Et le malheureux décédera finalement lors de son transfert en Sibérie. Donc c'est assez noir, c'est assez glaçant. Mais Kadare va encore plus loin. Et il choisit d'imaginer différentes versions autour de l'échange entre les deux hommes. Dans une construction qui tient du dédale. C'est très très labyrinthique. On s'y perd un peu parfois. Et ça révèle surtout la question éternelle, lancinante de la relation des écrivains au pouvoir et des poètes aux tyrans. Et surtout, dans ces disputes au sommet, on comprend peu à peu que Kadare ne parle pas évidemment que de Pasternak, mais aussi de sa propre histoire avec l'Albanie. Et cet effet miroir, je trouve, moi c'est ce qui m'a beaucoup touché, est particulièrement poignant. Dispute au sommet, Ismail Kadare, le livre apparu chez Fayard. Philippe Chevillier, vous, votre cœur bat pour Celle qui veille de Louise Erdrich, écrivaine américaine aussi, qui a reçu pour ce vaste roman, je crois que c'est un pavé, le prix Pulitzer. Alors Louise Erdrich, oui, qui est une grande figure américaine et de la littérature amérindienne. Elle a eu beaucoup de prix, et là, avec Celui qui veille, son nouvel ouvrage, elle a le prix Pulitzer. Alors, ça se présente vraiment comme le grand roman américain,
connaît l'expression, avec un roman choral, beaucoup de personnages, beaucoup d'action, un beau style, cette façon d'évoquer, qui tourne au lyrisme quand on veut évoquer la beauté du paysage, la beauté des âmes. Et ça part en fait d'une histoire vraie, c'est même l'histoire de son grand-père maternel, qui dans les années 50, donc ce grand-père veilleur, alors il s'appelle Thomas dans le livre, il est veilleur de nuit dans une usine de pierre d'horlogerie à Turtle Mountains, la réserve qui se trouve dans Dakota du Nord. Et c'est un lettré, il est assez militant dans l'âme, et il découvre qu'à Washington, on est en train de préparer une résolution d'assimilation des nations indiennes. Et en fait, derrière ce projet qui est tenu par un sénateur mormon, Arthur Watkins, l'idée c'est en fait de dire, bon bah voilà, vous vous assimilez, donc plus d'aide gouvernementale, ce qui fait que de fait, les nations indiennes se retrouvent sans spolier une seconde fois, si je puis dire. Et donc, je crois qu'il y a 113 nations indiennes qui vont passer sous les fourches codines de ce projet. Mais en revanche, le grand-père, avec la communauté de Turtle Mountains, va aller jusqu'à Washington et il va obtenir gain de cause. Et c'est ça un peu l'histoire qui est racontée. Alors moi, au départ, j'étais un peu réticent, j'avais peur du roman, un peu didactique, mais elle crée une véritable fiction et notamment, elle invente un personnage, une deuxième héroïne, enfin il y a plein de personnages, mais une deuxième héroïne qui est une nièce imaginaire qui s'appelle Pixie et qui est une figure libre dans cette réserve et qui, elle, veille à sa façon aussi, notamment sur sa sœur qui est partie à Minneapolis et qui vit dans les bas-fonds, elle ne sait pas où la trouver. Et en fait, c'est aussi une métaphore de ce que peuvent devenir les Amérindiens et les Amérindiennes si elles se retrouvent dans les grandes villes sans plus d'argent. Et les deux combats vont finalement converger à la fin. Et à travers ce livre, finalement, on a évidemment un manifeste sur la condition des Amérindiens, sur cette lutte permanente qui continue encore aujourd'hui. Cette loi, je crois qu'elle s'est arrêtée en 70, enfin qu'elle a été supprimée en 70, mais bon, ils se battent toujours pour défendre leurs droits. Et on a une vision de la réalité d'une vie sur une réserve avec des personnages, les pères alcooliques, les mères qui se battent, les enfants, les histoires d'amour, sur la mixité aussi, parce qu'il y a un personnage d'entraîneur de boxe dans l'histoire qui est lui américain, blanc et qui tombe amoureux d'une indienne et il pose la question justement à Thomas, il lui dit mais si je faisais un mariage mixte, est-ce que je deviendrais indien? Et lui dit bah non, on t'aimerait bien mais tu ne deviendrais pas indien. Donc tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui en Amérique sur les minorités et sur les couleurs de peau, etc., c'est à travers ce livre, finalement, on apprend beaucoup de choses et c'est très divertissant en même temps. Enfin, c'est très agréable à lire. Ça fait envie. Celle qui veille de Louise Erdrich, apparue chez Alban Michel dans une traduction de Sarah Gursel. France Culture, la grande table critique, Lucille Como. Le dernier objet au programme de cette grande table critique est le premier roman d'Alex Schulman, journaliste vedette en Suède. Son livre connaît depuis plusieurs mois un grand succès dans le nord de l'Europe. Le voici qui arrive en France, publié par Alban Michel et traduit par Anne Carilla. Il s'intitule « Les survivants ». C'est le roman d'une famille, 2 parents, 3 fils qui alternent entre passé et présent. Le présent, c'est la mort de la mère qui réunit les 3 frères sur le lieu où ils ont grandi. Le passé, c'est une enfance compliquée, une enfance passée dans un lieu reculé de la Suède, au bout du bout d'un chemin broussailleux, ça rappelle quelque chose, au bord d'un lac et en lisière d'une forêt. On écoute un extrait des survivants lu par Boris Pinault. Voilà le décor tel qu'il se présente. Quelques modestes constructions sur une tache de gazon, la forêt derrière et l'eau devant. Un endroit inaccessible, aussi isolé aujourd'hui qu'autrefois. Quand on se postait à l'extrémité de la pointe pour regarder au loin, on ne voyait nulle part trace de vie humaine. Quelquefois, ils entendaient passer une voiture sur le chemin de terre de l'autre côté du lac, le bruit lointain du moteur tournant à faible régime. Les jours d'été partant sec, ils voyaient ensuite le nuage de poussière s'élever au-dessus de la forêt. Mais ils ne rencontraient personne. Ils étaient seuls en ce lieu qu'ils ne quittaient pas et où nul ne venait. Un jour, ils aperçurent un chasseur. Ils étaient en train de jouer dans les bois et tout à coup il avait surgi, à 20 mètres de distance. Cheveux blancs, vêtus de vert, l'homme glissait sans bruit entre les sapins. Quand il passa devant les garçons, il les regarda d'un œil inexpressif, posa son index sur sa bouche, puis s'enfonça parmi les arbres et disparut. Son incursion demeura inexpliquée, telle une mystérieuse météorite qui se serait approchée de la voûte céleste, mais l'aurait survolée sans la toucher. Les garçons n'en ont jamais parlé,
Et Benjamin se demande même parfois si cela a vraiment eu lieu. Dans ce lieu reculé de la Suède, Benjamin, Pierre et Niels regardent leurs parents prendre de longs apéritifs au bord du lac. Ils jouent dehors, ils se battent et rivalisent parfois le temps d'une course à la nage. On sent qu'il se passe quelque chose de tragique dans cette enfance, un événement mystérieux. Alors attention de ne pas divulgacher. Christophe Rioux, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier roman ? Alors, j'ai été partagé sur certains points, notamment sur un aspect qu'on ne doit pas divulgacher, précisément. Bon. Voilà. Mais moi, je crois qu'il faut quand même revenir sur... alors, une chose qui est assez étonnante, puisqu'on l'a vu tout à l'heure aussi, je ne sais pas si c'est un effet du Covid, mais la multiplication des chalets, des lacs et des forêts dans la littérature contemporaine pose question. Et moi, je pense qu'il faut revenir sur ce chalet d'été en bois rouge, la forêt et le lac, parce que c'est vraiment une image d'Épinal. Nous, on parle d'image d'Épinal en France. Les Allemands, par exemple, qui sont totalement fascinés par les Suédois, parlent de syndrome Bullerby ou Bullerbu. Ça dépend un petit peu des versions, mais c'est-à-dire l'idée d'un mythe scandinave absolu. Et donc, ce qui est très intéressant avec Alex Schulman, c'est qu'il dynamite complètement cet idéal scandinave. Il le malmène, il le triture. Donc, il jette un petit peu aux orties tout ce qui précisément le compose. Et donc ça, c'est un des aspects que j'ai trouvé extrêmement intéressant. On a au début du livre beaucoup d'images qui sont des images justement de cet idéal avec les plongeons dans le lac, le sauna avec papa, l'épuisette et les têtards, la chasse aux œufs. Et l'auteur va complètement s'employer à triturer tout ça jusqu'à même jeter une perche, le poisson, Ouais. pas la perche, mais jeter une perche Moment dans horrifique. dans la poêle, Poisson vivant dans une poêle. vivant. Mm. Et donc on a un rapport parfois d'une violence inouïe à la nature, et on a ce jeune élan qui, alors c'est pareil, est quasiment attaqué à coups de cric. Enfin, c'est cette violence et cette façon de détruire l'idéal et le mythe scandinave, et particulièrement suédois, qui m'a semblé particulièrement intéressant. Il faut dire que le roman est extrêmement construit, c'est-à-dire qu'on sent une maestria dans la structure. Il y a donc cette alternance que je décrivais. Donc le présent est, lui, vu d'un point de vue rétro-chronologique, c'est-à-dire qu'on part du soir pour remonter au matin de cette fameuse journée où il est question, en gros, d'enterrer la mère. Oui. Et à l'inverse, l'autre partie, celle qui regarde l'enfance, elle va dans le sens chronologique classique, depuis l'enfance, la petite enfance des trois frères, jusqu'à, en gros, leurs 20 ans. Philippe Chevillet, est-ce que ça vous a impressionné ? Moi, ça m'a quand même bien impressionné. Ça m'a bien impressionné. Alors, c'est étrange parce qu'évidemment, il y a deux dimensions. La première, c'est de parler de ce que vous disiez, hein, de ce lieu. C'est un huis clos en extérieur, en fait. Parce qu'on ne peut pas s'échapper vraiment. Enfin, il y a un côté conte. Hein, la nature se referme sur les enfants. Oui. Et on commence alors comme un roman noir nordique avec une fratrie et on comprend, enfin dès les premières pages, qu'il y a deux d'entre eux qui se sont battus et il y a un côté atride, voilà, ça va être une tragédie. Et ce qui est très fort, c'est que de scène en scène, qui sont souvent des petites chroniques, des scénettes, on s'attend à chaque fois à ce qu'il y ait des choses mais très dures, très violentes. Et en fait, la violence est toujours instillée juste par petites pointes. Par exemple, les personnages des parents qui sont à la fois aimables avec leurs enfants et puis très lointains. Horribles. Les parents, ils sont horribles. C'est vraiment. Enfin, moi, je trouve ça très fort dans la description des parents. Parce que le père, de temps en temps, la mère. Enfin, il y a des moments de tendresse, mais qui sont à peine ébauchés, et puis après, c'est vraiment de rejet. On ne sait pas très bien ce qu'ils font. Ils sont alcooliques. Les enfants, c'est pareil. Il y a en fait, la fratrie. Et ça c'est intéressant de voir comment un trauma, on sent qu'on peut quand même le dire, il y a un accident qui se passe dans le livre, et il y a un trauma et comment ça délite les liens entre ces trois frères, et même l'amitié entre les frères, elle est dure. C'est vraiment des garçons qui sont prompts à se taper dessus et qui se parlent jamais. Et pour leur parler, alors il y a la seconde partie du livre et je ne reviendrai pas, évidemment je ne vais pas divulgacher, mais ce qui est intéressant,
parce que c'est un peu comme au cinéma, le Usual Suspect ou le Sixième Sens. On ne voit pas les choses arriver, mais ce qui est intéressant, et moi ce qui m'a frappé, c'est que le fait de revoir un livre complètement différemment à la fin, c'est quand même quelque chose d'assez inouï. C'est ça qui vous a énervé, vous, Christophe Rioux? C'est très spectaculaire, disons, ça nous cueille. Il y a une espèce d'effet très, très spectaculaire de la dernière page. Oui, complètement. C'est ça, oui. Et je dois dire que... justement, mon avis tangue un petit peu. C'est-à-dire que je dois avouer que j'ai été surpris, vraiment. Donc ça marche. Ça marche, oui. Ça marche et ça conforte aussi, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi du conte de fées un peu maléfique. C'est un peu de la psychanalyse des contes de fées version hardcore, Bruno Bettelheim revisité. Il y a un côté Hansel et Gretel avec cette maison qui est effrayante en fait, mais on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que la carte postale dont je parlais au début avec ce mythe est complètement remise en question, et donc ça c'est effectivement un aspect important. Alors oui, il y a cet événement qu'on ne peut pas évoquer, qui change tout, et qui permet aussi de revoir la fratrie de manière très différente. Benjamin, Pierre, Niels, avec chacun un rôle qui est assez bien construit, avec Benjamin qui est celui qui pressent les choses, Niels qui lui s'isole avec ses écouteurs, Pierre qui est assez peureux quand il est petit et qui devient assez colérique. Et donc, on voit évoluer les personnages. Alors ça, j'ai trouvé ça relativement fort, tout comme la structure. Là aussi, oui, sur la structure, le compte à rebours incroyable. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement réussi. Et puis en quelques mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il faut quand même dire aussi que l'écriture est une écriture très, très élaborée et que c'est plus juste un polar spectaculaire, Philippe Chevillet. Absolument. Et juste moi, ce qui me semble important, c'est que c'est la première fois, pas la première fois, mais ce livre, quand on le termine, on a très envie de relire le premier chapitre. Et on se dit que c'est un livre en mouvement perpétuel. Ça tourne. Il faudrait le relire parce que on le voit totalement différemment. Et je pense aussi que sur le fond, il y a une analyse du mal-être aussi masculin qui est assez intéressante. On voit la fratrie, le père et la mère qui finalement est à l'écart. C'est assez intéressant aussi à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses dans ce roman. Les survivants d'Alex Schulman, il a paru chez Albin Michel. La traduction est donc signée Anne Carilla. La grande table critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Chevillet, merci Christophe Rioux. À la préparation de l'émission, il y a Aïssatou Ndoye et Boris Pinault, à la réalisation Perret Legras et à la technique aujourd'hui, c'était Jean-Guy Lamège et Félix Delacour. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la grande table critique sur l'application Radio France.